Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Une conférence que vous attendez tous, 300 millions de Chinois et moi. C'est Sébastien Badeau, DG bien sûr, qui va venir ici sur cette scène d'Alibaba. Il nous rejoint tout de suite. Nous, on se retrouve tout de suite après, vous le verrez, pour une table ronde. Olivier Bernasson est là, il veille. Je lui laisse donc la scène, c'est lui qui surveillera tout. Et nous, on se retrouve tout de suite après, dans 30 minutes. À tout à l'heure. Sébastien Badeau. Quand j'étais jeune, je voulais être rockstar, donc là j'ai eu un peu ce que ça peut faire, c'est extraordinaire, merci. C'est fini. Alors la première chose que je voulais faire, c'est rectifier un point. La plénière devait s'appeler 300 millions de consommateurs chinois et moi. Elle s'appelle aujourd'hui 620 millions de consommateurs chinois, parce que là ça va très très vite en Chine entre le moment où on a planifié les choses et aujourd'hui on a quasiment doublé, c'est pas complètement vrai, mais le vrai chiffre en effet est 620 millions de consommateurs en ligne en Chine. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est notre deuxième journée à Marseille, on était 5 d'Alibaba, on est 2 aujourd'hui. On a rencontré pas mal d'entreprises de la région et on espère en rencontrer d'autres. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était faire un petit tour d'horizon de ce qu'est la Chine, l'opportunité que ça représente et ce qu'est Alibaba dans cet écosystème chinois et l'opportunité que ça peut représenter pour vous. Et j'espère prendre des questions. Là, je ne vous vois pas très bien parce que vous êtes tous plongés dans le noir, mais j'espère avoir des questions et surtout répondre aux questions que vous vous posez pendant cette intervention. Alors, il y a pas mal de chiffres dans la présentation que je vais faire. Je vais essayer de limiter au maximum parce que ça donne un peu vite le tournis. Le premier, en tout cas, que je donnerai et qui est important à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, en Asie, il y a 1,8 milliard d'internautes. Ça veut dire plus de 50% en fait, de la population mondiale d'internautes est en Asie. Donc, ce n'est pas le futur, c'est le présent. C'est-à-dire que l'Asie est un seul continent est plus gros que les 4 autres continents réunis. Et quand on regarde pays par pays, le premier pays, bien sûr, c'est la Chine, avec 720 millions d'internautes. C'est deux fois et demi la taille des États-Unis. L'Inde est deuxième, avec 462 millions, les US 287, la France avec 56. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'aux États-Unis et en France, on a des taux de pénétration d'Internet qui sont aux alentours de 85-90%. Alors qu'en Chine, on est à 50%, en Inde, on est à 35%. C'est-à-dire que le jour où la Chine et l'Inde seront au niveau des États-Unis et de la France, il y aura 2 milliards d'internautes dans ces pays, ou 2,2 milliards d'internautes dans ces pays. Tout ça pour dire qu'en gros, la croissance économique, et pas juste la croissance Internet, elle n'est plus en Europe, elle n'est plus aux États-Unis, elle est en Asie. Et c'est là où il faut aller la chercher. Et ça, c'est une évidence, c'est un fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la possibilité de le faire. Le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est aussi le plus gros marché e-commerce, d'où les 620 millions dont je parlais tout à l'heure. Et c'est seulement 45% des internautes chinois qui achètent en ligne aujourd'hui. Alors, ces internautes chinois, ces 620 millions dits consommateurs, il y a 6 grandes choses à savoir sur eux. Et 6 grandes choses qui expliquent cette révolution et comment les choses évoluent. La première, c'est qu'il y a une évolution extrêmement forte et rapide de la consommation chez les jeunes. Donc la première chose qui les différencie par rapport aux autres, c'est qu'aujourd'hui, la génération des 18-35 ans représente plus du double de la croissance de la consommation que ses aînés. Et ça s'explique de manière assez simple, c'est qu'en fait, tout s'est passé en une génération. La génération des parents de ces 18-35 ans achetaient des produits uniquement sur les marchés le dimanche, donc des produits qui n'avaient pas de marque. Ils achetaient du savon en vrac, ils achetaient des chemises sans logo, sans label. Et avec l'ouverture en fait, de l'économie de marché sur le marché en Chine, leurs enfants, par contre, ont une espèce de frénésie des marques, de frénésie de la consommation, qui en plus est poussée par le gouvernement qui veut faire évoluer le pays d'une économie de production à une économie de consommation. Donc le gouvernement l'encourage. Et aujourd'hui, donc, il y a cette frénésie qui est complètement poussée par les jeunes. Ces jeunes, ils sont plus éduqués que leurs parents, ils sont plus ouverts, ils voyagent plus. Et surtout, ils sont très, très intéressés par tout ce qui se passe en Occident, aux États-Unis et en Europe.
La deuxième chose, c'est le développement de la classe moyenne. En Chine, il y a 20 ans, il n'y avait pas de classe moyenne. Aujourd'hui, sur le milliard 2, milliard 3, on estime qu'en 2020, il y aura 500 millions de foyers dans la classe moyenne. Dans les 5 ans à venir, la Chine va en rajouter 100 millions. Okay, donc 3 fois plus de foyers classe moyenne qui existent en France dans les 5 ans à venir en Chine. Et cette classe moyenne, il y a aussi un développement de la classe moyenne aisée, donc qui gagne en moyenne entre 24 000 et 46 000 dollars par an. C'est justement, une fois de plus, ces jeunes qui travaillent dans des startups, qui travaillent chez nous, chez Alibaba, on en a 36 000. Et d'ailleurs, si vous allez sur le campus d'Alibaba, vous verrez, il n'y a que des jeunes, quasiment. Moi, je suis un des plus vieux. Et c'est eux qui poussent cette consommation. C'est ces foyers aisés qui poussent cette consommation. La troisième chose, c'est le développement... alors, ma slide ne fonctionne plus. Pardon. Voilà, c'est l'évolution en fait de la géographie en Chine. Donc, quand on se lançait sur le marché chinois il y a une vingtaine d'années, on pouvait se concentrer sur 3 ou 4 grandes villes. On pouvait aller à Pékin, à Shanghai, à Guangzhou, etc. et couvrir une grosse partie du marché. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 195 villes. En 2015, il y avait 195 villes où il y avait plus de 100 000 foyers de classe moyenne. Et en 2020, il y en aura 373. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est important ? Parce que ça donne encore plus d'importance au développement de l'e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer avec une infrastructure physique en Chine et que vous voulez couvrir l'ensemble de ces villes, ça fait un coût qui est probablement rédhibitoire pour la plupart des marques, même pour les grandes marques. Et donc, elles vont plus volontairement vers l'e-commerce. Et d'ailleurs, juste un chiffre important aussi sur la taille de l'e-commerce en Chine. Dans nos pays occidentaux, et notamment en France, l'e-commerce pèse à peu près 7% de la distribution globale. En Chine, c'est 15%, et seulement avec la moitié de la population en ligne. Donc, ça veut dire que c'est plutôt 30% des achats qui sont effectués en ligne, donc 1 sur 3. C'est assez énorme. La quatrième chose, c'est l'évolution des canaux de communication. Donc là, on va y passer rapidement. Nous, on a vécu cette révolution, ce passage du desktop au mobile. Mais en Chine, ils n'ont même pas passé par la case desktop. Ils sont allés directement à la case mobile. Vous voyez cette illustration qui est assez marrante dans une rue de Shanghai où il y a un endroit où vous pouvez marcher si vous avez votre téléphone en main et un endroit où vous pouvez marcher si vous n'avez pas votre téléphone en main pour éviter les accidents. Peut-être une bonne idée à développer dans nos villes. Un chiffre encore, lors du Singles Day, donc qui est notre gros événement de shopping qui a lieu tous les 11 novembre, 82% des achats ont été effectués sur mobile. Donc là où il y a un rattrapage à faire, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est dans l'achat mobile. C'est-à-dire que nous, on utilise notre mobile beaucoup, c'est sûr, mais les Chinois l'utilisent non seulement pour regarder des pages web et trouver des offres, mais aussi pour acheter, parce qu'il n'y a absolument plus de frein à la consommation et à l'achat sur mobile, notamment grâce aux moyens de paiement. La cinquième chose, c'est que ces jeunes qui ont de plus en plus d'argent, qui achètent sur Internet et qui achètent sur mobile, ils cherchent de plus en plus des produits premium. Comme leur niveau de vie augmente, ils veulent que ce niveau de vie soit représenté aussi par ce qu'ils achètent. Et donc, c'est une super opportunité pour n'importe quelle marque premium, haut de gamme. Et l'avantage, c'est que toutes les marques qui sont françaises, italiennes, anglaises, américaines, sont vues comme étant des marques premium plus que les marques chinoises. Donc, c'est une opportunité pour les marques qui viennent de chez nous. La sixième et dernière chose, c'est le développement extrêmement rapide de tout ce qu'on appelle commerce cross-frontalier. Et c'est l'opportunité dont on peut parler aujourd'hui. C'est l'opportunité que n'importe quelle entreprise aujourd'hui en France peut saisir. Et pourquoi elle est importante ? Parce que ça fait que 2 ans en fait que ça existe. Il y a 3 ans, si vous vouliez vous lancer en Chine, il fallait avoir une présence sur le marché chinois. Il fallait avoir des boutiques, il fallait avoir des employés, il fallait avoir du stock, il fallait avoir une licence pour pouvoir opérer en Chine. Et le gouvernement a changé ça il y a un peu plus de 2 ans et permet maintenant aux entreprises, étant basées en dehors de Chine, d'envoyer du stock dans une zone franche, il y en a 6 en Chine, et de servir les clients directement sans même... Et il y a tout un service de dédouanement qui est intégré. Et ça, c'est ce qu'on appelle le commerce transfrontalier et qui va exploser dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on est là. Nous, c'est pour faciliter, développer ce commerce transfrontalier et s'assurer que ce soit un maximum d'entreprises françaises qui en bénéficient. Voilà. Donc ça, c'est l'écosystème, c'est le consommateur chinois, c'est l'évolution à vitesse grand V du pays.
Maintenant, je voulais passer un petit peu de temps sur qui on est nous, qui on est Alibaba. Parce que moi, avant de rejoindre cette entreprise, il y a 16 mois, alors que je viens du milieu de la techno, que j'ai travaillé dans des entreprises d'e-commerce, que j'ai travaillé dans des entreprises digitales, quasiment toute ma carrière, j'avais bien sûr entendu parler d'Alibaba, j'avais bien sûr entendu parler de Jack Ma, j'avais une idée de ce qu'était l'entreprise, mais en fait, j'avais que la partie visible de l'iceberg. On a tendance à dire, oui, Alibaba, c'est le Amazon, eBay, PayPal chinois. Non, c'est faux. D'abord, c'est beaucoup plus que ça. Et surtout, c'est pas du tout... je pense que c'est quelque chose de très européen de vouloir mettre les choses dans les cases. Et en fait, en Chine, il n'y a pas de cases. C'est la logique entre des cases et les ronds. En Chine, il y a plutôt des cercles que des cases. Donc, c'est difficile de mettre... Enfin, qu'on peut mettre un carré dans un rond, mais c'est difficile. Donc, ce que je voulais faire, c'était définir un petit peu ce qu'est l'entreprise et en quoi elle est différente. La première chose, c'est que c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 18 ans, qui a été fondée par Jack Ma. Ça, c'est une des premières différences, c'est que c'est une entreprise de tech qui a été fondée par un prof d'anglais. Alors que les entreprises de tech, normalement, elles sont fondées par des jeunes ingénieurs qui quittent Stanford ou Berkeley au bout de la 2e année et qui vont monter leur entreprise. Vous les connaissez toutes. Ce qui est important, c'est que dès le lancement, Jack Ma avait cette vision de faire une entreprise internationale. C'est pour ça qu'il l'a appelé Alibaba et pas un nom chinois. Il voulait que le nom soit reconnu dans le monde entier. C'est aussi pour ça que dans la mission qui est restée la même depuis le lancement, qui était de make it easy to do business anywhere, il y a cette logique de anywhere partout. Et partout, c'est pas partout en Chine, c'est partout dans le monde. L'autre différence, c'est qu'une entreprise de tech, elle a tendance à être assez court-termiste, en fait, d'être toujours dans la mouvance des levées de fonds, des rentrées en bourse, des résultats trimestriels. Et nous, on est passé par tout ça, parce qu'on est une entreprise cotée en bourse aux États-Unis, et on a fait des levées de fonds. Mais par contre, on garde une vision très long terme. Il y a cette volonté qu'Alibaba dure 102 ans, parce que comme elle a été créée en 1999, comme ça, elle aura traversé 3 siècles. Donc ça, c'est une vision très long terme. Donc à l'intérieur du court terme, il y a quand même une vision très long terme de ce qu'on doit faire. Et ça ne va pas changer. Aujourd'hui, Alibaba, c'est le plus gros distributeur du monde. En 2016, c'est devenu le plus gros distributeur du monde avec 485 milliards de dollars de transactions sur nos plateformes en 2016. Ça, c'est important. C'est assez symbolique, mais c'est important de le savoir. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, je vais essayer d'expliquer, mais c'est la meilleure manière d'expliquer ce qu'est l'entreprise. C'est une galaxie de plateformes différentes qui servent différents besoins et qui sont lancées à différents moments. Il y a 3 grands types de plateformes. Il y a des plateformes de commerce, on va s'arrêter là-dessus principalement, des plateformes de divertissement et des plateformes qui sont liées à tous les services locaux. Alors, les plateformes de commerce, ça a commencé avec le B2B. Aujourd'hui, si vous allez sur alibaba.com, en France, vous allez tomber sur un site qui est un site de B2B qui vous permettra d'acheter 200 chaises ou 500 lampes et d'être en relation avec un fabricant chinois en direct avec qui vous allez négocier, qui pourra vous envoyer les produits. Ça existe encore. C'était notre cœur de métier. C'est ce qu'on a lancé en 99. Si on avait lancé autre chose en 99, sachant qu'en Chine, à l'époque, il n'y avait que 10 millions d'internautes, ça aurait été un échec. Ça a été un succès parce que les seules personnes qui étaient en ligne à l'époque, c'était des entreprises. Donc faire le lien entre ces entreprises, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'offre B2B qui existe en Europe, elle est très limitée, alors qu'en Chine, dès 99, ça a pris peut-être un peu plus de temps que ça, mais au bout de 3-4 ans, le B2B était vraiment ce qui drivait la croissance du commerce en Chine. Ensuite, on a lancé Tmall. Ensuite, on a lancé Taobao, qui est une plateforme de C2C. Donc, c'est des vendeurs et des acheteurs qui achètent des produits. Ça peut être des particuliers ou des entreprises. C'est encore aujourd'hui le plus gros site d'e-commerce en Chine. La troisième chose qu'on a lancée il y a 8 ans, c'est Tmall. Tmall, c'est des marques qui vendent à des clients. Et là, ce que je vous invite à faire, parce que ce qui est compliqué pour comprendre cet écosystème, c'est que forcément tout est en mandarin. Donc, si vous ne parlez pas mandarin ou si vous ne lisez pas, c'est un peu difficile. Mais si vous allez sur votre mobile et que vous tapez le nom d'une marque assez connue et que vous mettez .tmall.com, donc vous faites nike.tmall.com ou apple.tmall.com ou lancôme.tmall.com ou l'Occitane, comme on est à Marseille.tmall.com, vous allez voir le site de toutes ces marques. Et ce que vous allez voir qui est assez différent par rapport aux places de marché traditionnelles, c'est que vous êtes vraiment dans l'univers de ces marques-là. C'est-à-dire que chaque site
est vraiment spécifique à la marque. C'est la marque qui décide ce qu'elle met en avant, c'est la marque qui décide de son prix, c'est la marque qui fait le lien avec son consommateur, qui discute avec lui, qui lui envoie le produit. Donc nous, on fait juste la connexion, mais derrière, c'est vraiment la marque qui a la main. Alors que les places de marché, traditionnellement, en Europe, elles sont vraiment sous l'égide, en fait, du site qui vend le produit. Donc ça, c'est une grosse différence. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en termes de commerce. Une autre plateforme dont je voudrais parler, c'est AliExpress, que vous connaissez peut-être, qui est un site qui est l'inverse, en fait. C'est des marchands chinois qui vendent à des consommateurs français, des consommateurs internationaux, qui existent depuis 7 ans. On a fêté nos 7 ans et nos 100 millions de consommateurs dans le monde il y a quelques semaines de cela. Je vais passer rapidement sur la partie divertissement, mais on a aujourd'hui le YouTube chinois qui s'appelle Youku, on a le Twitter chinois qui s'appelle Weibo, et plein d'autres sites de divertissement également. Donc ça, et pourquoi ? Parce qu'on voit que le consommateur chinois, de plus en plus, a une appétence pour tout ce qui est divertissement, et donc on veut aller sur ces plateformes-là et créer les plateformes que le consommateur va demander demain. Ce qui est important, c'est que toutes ces plateformes, elles tournent sur 4 grands piliers. Le premier, c'est le pilier des paiements. Donc on a lancé un système de paiement qui s'appelle Alipay, qui est utilisé par 453 millions de Chinois. Les Chinois aujourd'hui, ils n'achètent plus avec une carte bleue, ils n'achètent plus avec du cash, ils achètent uniquement avec leur téléphone mobile, que ce soit en ligne ou que ce soit offline, ils sont tout le temps avec leur téléphone mobile. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que 82% des achats sont faits sur mobile, parce que aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a aucun frein à l'achat en ligne. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un site mobile en France et que vous voulez acheter, on va vous demander votre numéro de carte de crédit, on va vous demander de remplir des champs, vous allez avoir votre banque qui va vous envoyer un SMS pour valider, etc. En Chine, vous avez un pop-up, vous dites oui et l'achat est effectué. Donc ça pousse énormément l'achat d'impulsion et surtout, ça ne freine rien. Et il y a justement beaucoup plus d'achats qui sont faits en mobile. Mais ils ne s'achètent pas uniquement en ligne avec Alipay, ils payent aussi leur restaurant, ils payent leur loyer, leur note d'électricité, etc., etc. C'est devenu la manière de payer en Chine. La seconde chose, c'est tout ce qu'on fait en termes de logistique. On traite 40 millions de paquets par jour, c'est 10 fois plus qu'Amazon, donc il faut avoir une logistique extrêmement forte. La troisième chose, c'est le cloud, parce que pour pouvoir tenir le nombre de commandes qu'on gère tous les jours, il faut avoir un cloud qui est extrêmement développé. Et donc, on a le meilleur cloud de Chine, le plus performant. Et la quatrième et dernière chose, c'est tout ce qu'on fait en termes de publicité, de ciblage et de service marketing. On a énormément d'informations sur nos clients, parce que nos clients, qu'ils soient sur Taobao, qu'ils soient sur Tmall, qu'ils soient sur Youku en train de regarder une vidéo ou qu'ils sont en train de payer avec Alipay, ils ont une seule et même identification. C'est-à-dire que vous avez un seul et même compte sur toutes ces plateformes. Donc nous, on arrive à croiser en fait les données de tout ce que font nos consommateurs. C'est 450 millions de consommateurs sur nos plateformes. Et derrière, cibler des produits, les bons produits, les bonnes offres au bon moment pour ces clients-là. Et ça, c'est important par rapport notamment à la logique d'entreprises internationales qui viendraient en Chine, parce que clairement, il n'y a pas 450 millions de Chinois qui sont intéressés par des marques de mode ou des marques de cosmétiques ou de l'alimentation française. Mais ceux qui sont intéressés, on est capable de savoir qui ils sont parce qu'on sait qu'ils ont fait des recherches liées à ce type de produit et donc on est capable de les cibler grâce à ces outils marketing extrêmement puissants. Et ça, c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg et le fait qu'Alibaba est de plus en plus une entreprise de data management et une entreprise de marketing et de service marketing, ça, c'est quelque chose que très peu de gens savent et qui pourtant est au cœur du développement de l'entreprise. Voilà, donc ça explique assez bien l'écosystème aujourd'hui et ce qu'est Alibaba. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on essaie de se développer à l'international et qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Le sujet, c'est de vraiment travailler sur l'internationalisation et la stratégie, elle est simple, c'est de toucher à terme 2 milliards de clients dans le monde et de permettre à plus de 10 millions d'entreprises d'être profitables et rentables en vendant sur nos plateformes. Ça, c'est la vision globale. Comment on va faire ? Aujourd'hui, on a 450 millions, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a que la moitié de la population qui est en ligne. Donc, on devrait pouvoir passer à 900 millions juste avec la croissance naturelle. Mais on investit énormément dans d'autres marchés, notamment en Asie du Sud-Est, où on a racheté Lazada, qui est le leader de l'e-commerce là-bas. L'Asie du Sud-Est, c'est un réservoir potentiel de 650 millions de clients. Si on prend l'exemple de l'Indonésie, il y a 250 millions de clients en Indonésie, enfin 250 millions d'habitants en Indonésie, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde.
Et aujourd'hui, le PIB de l'Indonésie, c'est l'équivalent de la Chine en 2009. Or, en 2009, nous, on a vu, c'était le point d'inflexion, le développement de l'e-commerce en Chine. Donc on se dit, on est au bon endroit, au bon moment pour profiter du boom qui va se passer en Asie du Sud-Est. Et on a fait la même chose en Inde, où on a investi dans une entreprise qui s'appelle Paytm, qui aujourd'hui est une solution de paiement, un peu plus comme Alipay que comme Tmall, mais qui est en train d'évoluer vers une solution d'e-commerce. Il y a aujourd'hui 180 millions d'utilisateurs, mais en Inde, il y a potentiellement 1,2 milliard d'utilisateurs. Donc, à terme, l'idée, c'est de pouvoir toucher 2 milliards de clients en Chine, en Asie du Sud-Est et en Inde et dans d'autres pays du monde. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important tout ça? Parce que ça veut dire que les marques qu'on est en train d'accompagner aujourd'hui en France, il y en a de plus en plus. Il y a aujourd'hui à peu près 200 marques françaises qui sont présentes sur nos plateformes en Chine. L'idée, c'est qu'il y en ait 2000, ou peut-être même plus. Mais c'est de les accompagner aujourd'hui pour qu'elles puissent aller en Chine, avoir un vrai succès en Chine, tout en restant en France sans forcément ouvrir des boutiques là-bas, mais ensuite leur ouvrir aussi le marché de l'Asie du Sud-Est et après-demain le marché indien. Et ça, c'est notre vision de l'internationalisation, du développement international d'Alibaba pour faire que cette boîte qui, au départ, était une entreprise sino-chinoise, devienne vraiment une entreprise globale. C'est une entreprise globale dans le sens où il y a déjà énormément d'entreprises internationales qui vendent sur nos plateformes, mais l'idée, c'est d'ouvrir à un maximum de consommateurs et d'aller là où on est fort, c'est-à-dire dans les marchés en voie de développement, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a vécu en Chine pendant 18 ans, et c'est c'est cette expérience qu'on a envie de faire fructifier dans les pays qui sont aujourd'hui là où était la Chine il y a une dizaine d'années. Voilà, donc ça c'est une vision de ce qu'est Alibaba, de ce qu'on fait et ce qu'on essaie de faire et de comment on veut vous accompagner dans les années à venir. Voilà, merci. J'ai le droit de prendre des questions ou pas, non? J'ai du temps? S'il y a des questions, moi je suis très prêt à les prendre. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, je serais ravi d'y répondre. Non? Oui? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins plug and play que ce qui peut exister dans d'autres pays. L'idée, c'est que la première chose, c'est de rentrer en contact avec nous. Donc, on a une équipe à Paris pour l'instant, peut-être un jour à Marseille, je ne sais pas. Mes équipes sont venues hier, elles m'ont envoyé des messages en me disant « Mais quand est-ce qu'on ouvre un bureau à Marseille? On préférerait bien travailler ici qu'à Paris. » Donc, l'idée, c'est vous rentrez en contact avec nous et nous, en fonction des types de produits que vous vendez, on va pouvoir voir s'il y a une appétence de la part du client chinois, parce qu'on a énormément de data par rapport à votre produit. Peut-être que si le marché n'est pas là, on va vous dire n'y allez pas maintenant, le marché n'est pas encore mûr. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est de trouver un partenaire local là-bas, et ça aussi, on vous aide là-dessus. C'est-à-dire que nous, on accrédite, on fait un travail de certification trimestrielle sur des partenaires chinois qui travaillent avec des entreprises internationales, et on va vous mettre en relation en fonction des... Et alors, ces partenaires travaillent par type de produit, donc il y en a qui sont spécialisés dans la cosmétique, d'autres dans l'alimentation, d'autres dans la mode, parce que c'est différents types de produits à traiter. Et on va vous mettre en relation avec 3 ou 4 d'entre eux. Et après, ensuite, vous pouvez travailler avec eux pour définir un business plan sur 1, 2, 3 ans. Et après, vous rentrez en ligne, vous mettez votre site en ligne. C'est un coût de $10 000 par an pour créer son site. Et il y a une commission sur les ventes qui va de 1 à 5% en fonction des types de produits que vous vendez. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Autre chose? Ouais. C'est plein de choses. En fait, le partenaire sur place, il va à la fois il va vous proposer tout un menu d'options et c'est à vous de choisir ce que vous prenez. Mais il peut faire la logistique, il va aussi créer vos pages web. Comme si vous allez sur les sites... Si je peux remettre la présentation 2 secondes. Je sais pas, parce que je vais vous montrer la tête qui a une page web, mais parce que j'ai un exemple, c'est pas très grave, mais en gros, il va créer les pages parce qu'il faut qu'elles soient en mandarin, et surtout, elles sont très différentes. C'est-à-dire qu'une page produit sur Tmall n'a rien à voir avec les pages produits qu'on voit aujourd'hui en France, qui sont très laconiques, il y a peu d'informations que de l'information technique. Là, il faut des pages à rallonge qui racontent une histoire sur le produit. Ça, on ne sait pas forcément le faire ici. Eux, ils savent le faire. Donc, ils vont créer les pages, ils vont faire le service client, parce que les Chinois posent beaucoup de questions sur les produits avant de les acheter. Il faut leur répondre aussi en mandarin. Et ils vont vous aider aussi sur le marketing. Parce que le sujet, c'est qu'il faut raconter une histoire. Il ne faut pas juste... Alors, voilà, je vais vous montrer là un exemple d'une page web. Ça, c'est la page de Ferrero Rocher. Okay, donc, la page de départ,
si on clique là-dessus, ça ressemble à ce qu'on voit sur n'importe quel site en France, sauf que vous êtes vraiment dans l'univers de la marque. Sauf que quand vous scrollez, et je vais continuer à parler pendant que vous voyez, vous allez voir que ça déroule, il y a tout. Il y a l'histoire de la marque, comment on peut le déguster, des films, enfin voilà. Et ça, toutes les pages, ça plaît aux Chinois parce que ça raconte l'histoire d'un produit et c'est ce qu'il faut faire pour les séduire. Donc le partenaire chinois, il vous aide à faire tout ça. Et ils sont habitués à le faire, ils le font avec plein d'autres marques, donc ils savent le faire mieux que n'importe qui. Autre chose? Oui. Oui, bonjour, je suis conceptrice de livres numériques pour enfants, donc j'aimerais savoir si là-bas le livre papier a de grandes chances de réussite. Alors, j'entends moins bien en fait avec le micro, c'est le livre papier que vous disiez? Oui, le livre, ça peut se développer. On a une offre spécifique sur le livre. Après, il faut qu'il soit en mandarin, évidemment. Oui. Oui, mais c'est possible. Il y a une partie du site qui est spécifique sur les livres. Contrairement à d'autres grands sites d'e-commerce, on ne s'est pas lancé sur le livre, on s'est lancé sur le B2B, mais le livre fait partie des catégories de produits sur lesquels on travaille. Ça va ? Bonjour, j'ai une question pour vous parce que tout ce que j'ai compris de votre présentation, c'est pour attirer et accompagner des entreprises françaises pour se présenter et profiter des opportunités business en Chine. Mon question, c'est vu que le cœur de métier d'Alibaba, c'est alibaba.com, on vient de B2B, est-ce qu'il y a des plans, vous, de timetable pour cette côté de se développer la partie B2B en Europe? Merci. Alors, je ne sais pas si c'est le cœur de métier, c'était le premier métier, mais je pense que le cœur de métier, c'est les plateformes, quelles qu'elles soient B2B, B2C, C2C et autres. Et je pense que le B2B, il existe déjà en Chine. Je connais des gens dans la salle avec qui j'en ai parlé dans les dernières 24 heures. Il y a plein d'entreprises françaises aujourd'hui qui utilisent Alibaba.com pour faire du B2B. Donc, le sujet, c'est est-ce qu'on peut peut-être plus le marketer, plus faire comprendre aux entreprises comment elles peuvent en bénéficier probablement. Mais la plateforme, elle existe et elle est utilisable par n'importe quelle entreprise, quelle que soit, enfin en tout cas en tant qu'acheteur. Après, en tant que vendeur, ouais, pourquoi pas? Je pense que c'est des choses auxquelles on pourra penser. C'est bon? Oui, bonjour Bertrand de Marc. Je voulais savoir si en fait Alibaba avait des velléités pour aller sur les marchés émergents, africains, sud-américains. Vous avez dit africains et sud-américains? Oui. Alors, sud-américain, on y est déjà avec AliExpress. Et d'ailleurs, le Brésil est un des plus gros pays d'AliExpress. Il est dans le top 5 des pays d'AliExpress. Donc, on est assez présent là-bas, par ce biais-là en tout cas. L'Afrique, pas pour le moment. Mais moi, je partage mon étonnement par rapport à ça, parce que je pense qu'en effet, il y a une opportunité en Afrique qui est assez phénoménale. Je pense que le fait que ce soit... le développement du marché, il est évident, en tout cas dans certains pays. Le sujet, c'est qu'on ne peut pas tout faire au même moment, que l'Inde, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est extrêmement compliqué. Que l'Asie du Sud-Est, même si on l'a fait par le biais d'un rachat, le rachat, on est en train de l'intégrer maintenant, et ça aussi, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc pour l'instant, c'est pas dans la roadmap, mais je pense que ça devrait l'être, puisque dans la logique de pays émergents qu'on adresse par le biais de l'Asie du Sud-Est et l'Inde, c'est clair que l'Afrique devrait en faire partie aussi. Donc pour l'instant, on n'en parle pas, mais je pense que ça devrait être sur le radar d'une manière ou d'une autre. Ça devrait l'être. Bonjour. On vient de me demander de me lever, de me présenter. Benoît Laurent, CEO de Worders, qui est une agence de traduction. J'aimerais comprendre le rôle du bureau parisien. Est-ce que c'est de rabattre du flux, c'est d'évangéliser, c'est de faire parler, finalement vraiment de comprendre votre position dans l'environnement Alibaba? Alors, on a plusieurs rôles. Le premier rôle, il est d'accompagner les marques pour aller en Chine. Donc aujourd'hui, on travaille avec une centaine de marques françaises avec qui on est en contact. Alors, je ne sais pas si on les amènera toutes, mais il y en a une centaine avec qui on est en cours d'intégration. Ça prend pas mal de temps. La seconde chose qu'on fait, c'est on travaille sur le développement du tourisme des Chinois
en France, donc pousser la destination France. Dans les plateformes d'e-commerce dont je parlais, on a quand même le deuxième plus gros site de voyage en Chine, je ne l'ai pas cité, mais il s'appelle Alitrip, j'aurais dû d'ailleurs. Et aujourd'hui, on essaie de pousser la destination France, pousser en dehors de Paris aussi, donc faire en sorte qu'ils viennent, par exemple, enfin, sachant qu'ici, c'est pas très compliqué, parce que les deux destinations que les touristes chinois cherchent, c'est Paris et la Provence. Mais on essaie de faciliter leur venue, et surtout, une fois qu'ils sont sur place, que tout soit plus simple pour eux. Parce qu'en fait, les touristes chinois, avant, ils avaient tendance à voyager en bus et en groupe, etc. Mais maintenant, les jeunes, justement, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui font la révolution de l'e-commerce, ils veulent voyager comme nous, on voyage quand on va au Brésil, en Thaïlande, au Vietnam, etc. Et donc, le sujet, c'est de leur permettre, parce qu'ils ont une barrière qui est une barrière de la langue que nous, on n'a pas, donc d'avoir énormément de services en amont. Donc, par exemple, on a fait un accord avec la SNCF, où nos acheteurs peuvent booker des billets de train sur un site en mandarin et avoir un QR code qu'ils vont utiliser dans des trains avant de partir. Parce que s'ils allaient à un guichet SNCF à Paris, ils auraient peut-être du mal à acheter le billet. Donc ça, c'est une chose qu'on fait. On essaie de l'ouvrir aux musées, mais aussi aux expériences. On aimerait pouvoir leur dire, venez passer justement 2 jours en Provence et faites le tour, allez à l'Occitane, allez dans des champs de lavande, allez visiter le Mucem et autres. Donc ça, on a envie d'intégrer tout ça. Et la troisième chose, c'est dans tout ce qui est... Il y a 2 autres choses, c'est tout ce qui est paiement. Donc intégrer des solutions de paiement d'Alibaba pour les touristes chinois en France. Donc c'est le cas par exemple au printemps aujourd'hui à Charles de Gaulle. Vous pouvez payer avec Alipay, enfin si vous avez Alipay, si vous êtes chinois, dans ces points de vente, et l'idée c'est de l'élargir au maximum. Et puis on travaille aussi sur le cloud. On a développé une offre de cloud locale. On a aujourd'hui un data center en Allemagne. On en ouvrira probablement d'autres en Europe. Et on propose aux startups d'avoir accès à un cloud d'excellentes factures en termes de qualité et avec des prix qui sont assez agressifs. Et on développe beaucoup notre offre cloud en France. Donc on a aussi des commerciaux qui vendent du cloud, notamment aux startups et aux grands groupes qui veulent aller en Chine en France. Voilà. Donc ça, c'est le panoplie des choses qu'on peut faire. On travaille aussi sur le développement marketing d'AliExpress. Et on n'est que 15, donc on dort peu. Voilà, merci. Merci Sébastien Badeau.